toujours en plateau avec François Pupponi, Georges Fenech, le préfet Proutot et François Bersani de l'unité SGP Police, Yveline qui vient de nous rejoindre. Policier bien évidemment, merci François Bersani d'être avec nous. Quel est votre sentiment aujourd'hui? On sait que les policiers sont très souvent justement rappelés à ces attaques, c'est un petit peu votre quotidien. Quel est votre sentiment ce soir à 21h, passé de 4 minutes? Oui, les derniers mois, on a beaucoup focalisé sur des débats de fond sur l'insécurité ou sur la sécurité sanitaire, la sémantique aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que lorsque les épisodes s'éloignent de terrorisme, que le terrorisme est toujours là, la menace est toujours là. Moi, je voudrais déjà rendre hommage à nos collègues policiers de la préfecture de police de Paris. Quelle rapidité Voilà, si aujourd'hui on peut faire des investigations, si aujourd'hui on peut faire des perquisitions, si aujourd'hui on va peut-être pouvoir traduire devant la justice cette personne. On découvre justement à Pantin, François Bersani, ces images en direct signées Olivier Gangloff, cette perquisition qui se poursuit et ces policiers, on imagine, qui sont là effectivement pour sécuriser les lieux, des policiers qui visiblement ont emmené tout à l'heure l'un des suspects. Voilà, donc je voulais rendre hommage à mes collègues de la préfecture de police qui ont pu arrêter cet individu dans des délais très très raccourcis. C'est aussi la preuve que la police ne baisse pas la garde. Alors certes, sur le travail de fond, de renseignement, de lutte vraiment profonde sur le terrorisme, mais aussi sur l'occupation de la voie publique qu'on essaie d'occuper au mieux et d'avoir comme ça des effectifs qui ont pu réagir très rapidement sur un signalement qui maintenant, alors j'entends dire que oui, c'était facile, il avait des baskets rouges, il avait un t-shirt flashy, mais c'est toujours plus facile une fois qu'on a arrêté la personne. Mais voilà, je voulais encore rendre hommage à tous ces policiers qui sont impliqués tous les jours, aussi bien sur la police du quotidien que sur la lutte contre le terrorisme. Et sur le profil de cette personne qui a été interpellée, on a parlé de cette personne qui aurait 18 ans, qui serait un mineur isolé, en tout cas qui serait arrivé en France effectivement en tant que mineur isolé. On imagine que c'est la bête noire des enquêteurs. J'ai envie de vous dire, Patrice, que la bête noire des enquêteurs, ça devient assez difficile puisqu'on a en effet un spectre maintenant très large d'auteurs potentiels. On a certes les réseaux organisés comme ceux qui ont pu frapper pour les attentats de 2015, mais par la suite on s'est aperçu qu'on avait ce qu'on appelait à un moment les loups solitaires, à savoir les individus isolés qui semblent être sous tous les radars, n'avoir eu aucun signaux fort ou faible, par exemple de radicalisation ou d'intention maligne à l'égard de la France. Donc maintenant c'est très compliqué. Alors le fait qu'ils soient mineurs isolés, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les mineurs isolés actuellement en France, c'est un sujet dont on n'arrive pas ou dont on ne veut pas vraiment traité parce que le mineur est toujours traité comme un mineur, donc comme une victime de la société, comme quelqu'un qu'il faut protéger. Et on a de gros problèmes dans tous les commissariats de France sur les interpellations de mineurs isolés. On connaît toujours le même circuit, c'est-à-dire qu'ils sont interpellés très souvent parce qu'ils ont cassé des commerces pour se procurer des liquidités. Vous arrivez à vérifier leur identité ou pas? Non, très souvent ils n'ont pas de papier sur eux. Ils déclarent un âge et ils déclarent une nationalité. La nationalité très souvent, mais c'est pareil aussi pour certains majeurs. Maintenant, les pays d'origine freinent beaucoup sur la reconnaissance des identités. Donc, on n'a de toute façon pas de laisser-passer souvent maintenant pour les majeurs pour les reconduire. Pour les mineurs, là, le cas ne se pose pas parce qu'on ne peut pas reconduire un mineur isolé. Donc, la seule solution en France actuellement, c'est le placement à l'aide sociale à l'enfance. Mais 9 mineurs sur 10 n'y restent pas et sont signalés en fugue le lendemain du placement parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre sur la voie publique entre eux, ils ont un peu l'instinct grégaire aussi. Nous, on a beaucoup de bandes de mineurs isolés qui vivent ensemble, qui commettent leur larcin ensemble et qui n'ont pas envie de se retrouver isolés dans des foyers. Donc, ils n'y restent pas. François Bersani, j'aimerais avoir votre sentiment, vous, de flic, de policier, effectivement, aujourd'hui, car nous, quand on l'a appris, forcément, ça nous a fortement touchés. On avait Samia Maktouf, qui est avocat, bien sûr, avocate des victimes au procès de Charlie, qui, elle, l'a appris en plein procès aussi, ça l'a marqué. Vous, en tant que policier aujourd'hui, quel était votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous avez dit entre collègues?
Alors, les services de police savaient que le procès de Charlie Hebdo, des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, comme d'ailleurs toutes les dates qui sont des dates anniversaires, sont toujours très très sensibles, puisque on peut imaginer que certains esprits vont vouloir célébrer à leur façon un anniversaire ou essayer de remettre une pièce pour remettre sur le devant de l'actualité des combats idéologiques ou pas. Donc, on était de toute façon, les forces de police étaient mises en alerte, et de toute façon, la mise en attention des services de police ou de gendarmerie n'a jamais cessé de toute façon depuis 2015. Ça fait la spécificité de la police, c'est que c'est un millefeuille, c'est-à-dire que on n'arrête pas d'être vigilant sur le terrorisme pour passer à l'insécurité routière, on n'arrête pas l'insécurité routière pour passer sur une autre forme de délinquance. On est en permanence de front à devoir lutter contre toutes les formes de délinquance, de criminalité. Donc forcément là, ce lieu, qui est un lieu quand même symbolique également, puisque des policiers sont décédés. Il faut rappeler toujours qu'un policier qui assurait la protection de l'équipe de Charlie Hebdo est décédé dans les locaux de Charlie Hebdo, que Ahmed Merabet est décédé également lors de la fuite des auteurs de l'attentat. Donc la police a payé un lourd tribut. Donc il y a toujours une émotion particulière, surtout là sur un lieu géographique qui n'est donc bien sûr pas choisi au hasard par le terroriste. Ouais, il y a toujours ces inconnus à propos bien sûr de ces profils. On parlait de l'extrême difficulté de les identifier. J'imagine que les enquêteurs qui sont sur place en ce moment dans le Val d'Oise, mais également en Seine-Saint-Denis, et on a vu tout à l'heure les images d'Olivier Gangloff à Pantin, il y a quoi? Il y a des enquêtes de voisinage également? Il y a des enquêtes de voisinage, et puis je pense que les enquêteurs vont se rapprocher des autorités consulaires pakistanaises, afghanes, pour essayer d'en savoir un peu plus, pour clairement identifier ce jeune individu. Pour l'instant, on n'a aucune certitude ni sur son identité, ni sur son âge. Vous savez, on fait des études avec des points d'ossification pour déterminer s'il est majeur ou mineur, et quelquefois, c'est pas évident d'obtenir un âge. Il y a 2 ans, si je peux me permettre de compléter les propos de Georges, oui. il y a 2 ans quasiment de marge d'erreur, ce qui est quand même important, parce qu'entre 16 et 18 ou entre 17 et 19, on bascule mineur ou majeur. Donc sur les examens d'âge osseux, c'est un examen que les procureurs demandent à tous les officiers de police judiciaire dont je fais partie. On nous demande d'aller donc faire des radios en centre hospitalier de ces mineurs pour essayer de les dater, en tout cas d'établir un âge, mais ça reste très approximatif, en tout cas avec cette marge d'erreur. La possibilité aussi pour la police d'essayer de retrouver des informations, c'est en effet de passer, alors, certes par l'ambassade ou le consulat, mais aussi par les officiers de liaison. En France, qui dépendent de la direction centrale de la police judiciaire, il y a tout un réseau d'attachés de sécurité intérieure et d'officiers de liaison qui sont donc détachés dans les ambassades d'un grand nombre de pays, et qui permettent de faire remonter de l'information par leurs homologues locaux, les policiers locaux, hors cadre, par exemple, comme une commission rogatoire internationale. Ça permet des fois d'interroger des fichiers, d'avoir des contacts avec les homologues locaux, déjà pour savoir si ce jeune homme existe, s'il a de la famille dans ce pays. Ça peut déjà permettre de faire remonter les informations par ce qu'on appelle la DCI et par les officiers de liaison. Et c'est notamment le cas, on imagine, chez les forces de l'ordre, des blessures physiques qui mettent souvent moins de temps à guérir, j'imagine, que les blessures psychologiques ou psychiques. Ah oui, le retentissement psychologique chez les victimes, c'est très difficile d'abord déjà à estimer pour avoir une ITT aussi sur le ressort psychologique. Et puis voilà, on a des vraies blessures profondes et qui, avec le temps, ne s'apaisent pas forcément. Alors on a aussi parfois des blessures physiques qui laissent des handicaps et des mutilations, surtout sur les actes de terrorisme, qui, pareil, ont du mal à s'effacer. Mais on arrive toujours mieux à lutter. Et c'est vrai, maintenant avec la chirurgie sur des blessures physiques que sur des blessures à l'âme. Mais c'est vrai que ce soit pour les policiers, pour les militaires, pareil, qui, quand ils sont blessés en opération, maintenant...
ça progresse quand même, que ce soit les cellules, les CUMP, là, les cellules médico-psychologiques qui sont mises en place. Il y a un vrai progrès dans la prise en charge des victimes, mais ça ne diminue pas l'effet de blast que peuvent avoir ce genre d'attaque. François, on va écouter justement Gérald Darmanin qui a enfilé bien évidemment ce costume de ministre de l'Intérieur. Baptême du feu effectivement pour le maire de Tourcoing avec ce premier très très gros dossier. Il était l'invité ce soir du journal de 20h. Il est notamment revenu sur la menace terroriste, mais également sur ce manque de sécurisation ou pas. Il a tenu à répondre aux critiques concernant cette rue Nicolas Appert. Écoutez-le. Nous avons sous-évalué la menace dans cette rue, la rue Appert. Vous l'avez sous-évalué, vous le reconnaissez. En tout cas, il y a eu un attentat. Il y a eu un attentat. Quand il y a eu un attentat, c'est que manifestement, on aurait pu faire mieux, évidemment. Mais cependant, je voudrais quand même dire que ça fait 4 ans que Charlie Hebdo était parti de ce site. Nous n'avions, à ma connaissance, aucune menace particulière pour la rue singulièrement. Et je voudrais quand même redire que c'est 775 policiers qui protègent le siège actuel, bien sûr, de Charlie Hebdo, le tribunal, et puis de nombreux sites que je ne peux évidemment pas dire en public. C'est beaucoup de moyens déjà mis par la préfecture de police. Il a répondu aux critiques de fort belle manière ou pas le ministre Darmanin ? Oui, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat, ou en tout cas créer une polémique stérile. Et en même temps, on peut comprendre aussi l'inquiétude des gens du quartier ou des gens de la rue qui disent qu'on n'a pas vu de voiture de 2 ou 3 semaines. Ouais. Un acte de ce genre aurait pu se produire n'importe où ailleurs ailleurs dans Paris, dans des lieux qui ne sont pas sécurisés, puisque sans antécédent en matière d'attentat. C'est vrai qu'il existe un service de garde de protection des locaux, alors aussi bien des locaux comme ça qui sont protégés H24 parce qu'ils abritent des personnalités, parce qu'ils abritent des organes de presse, parce qu'ils abritent des services dits sensibles. Mais c'est vrai qu'après, plus on ajoute de points à protéger dans Paris, eh bien on arrive parfois au bout des capacités. Donc il y a un tri qui est fait dans les lieux à protéger. Après, en effet, s'il n'y avait pas de signaux sur cette rue Nicolas Appert, il faut savoir que c'est en effet, avec des attentats qui datent maintenant de 2015, ça avait pu éventuellement disparaître de l'imaginaire collectif, cette adresse. Donc bon, il faut croire que non. Mais je ne voudrais pas qu'on stigmatise la préfecture de police. François Bersani, avant de parler de l'état de la menace, du niveau de la menace terroriste en France, Gérald Darmanin, il est revenu peut-être sur la progression de nos services de renseignement. On sait que tout avait été balayé d'un revers de main et qu'il fallait limite tout reconstruire. Et cela en pleine crise terroriste, si je puis dire. On en est où aujourd'hui ? On a remis à niveau. Alors on peut toujours se plaindre que les remises à niveau parfois arrivent après des faits gravissimes ou des faits divers. Mais bon. On a rattrapé le retard, si je puis dire ? On a en effet abondé des services qui avaient été mis un peu en déshérence en matière de renseignement, ensuite à des réformes successives du renseignement, avec la disparition de la DST, avec des appellations qui avaient changé entre les services de renseignement, SDIG, renseignement territorial, j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y a eu une nouvelle coordination qui a été créée. La fameuse DGSI qui est rentrée en fonction. Au sein de la police nationale, on a réparti la lutte contre les signaux faibles et les signaux forts en répartissant sur certains types de services les menaces qui correspondent aux signaux faibles et d'autres aux signaux forts. Donc il y a des forces qui sont là aujourd'hui. Est-ce que les forces qui travaillent aujourd'hui contre cette menace terroriste sont suffisants ? On peut toujours rêver de plus d'effectifs, mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que la menace terroriste n'est pas la seule menace qui pèse sur la France. Donc on est obligé en permanence de garder des équilibres entre les policiers qui vont assurer du maintien de l'ordre, parce qu'on sait très bien qu'en période de crise sociétale, on a besoin de forces de maintien de l'ordre. En même temps, on a besoin de la police du quotidien, puisque c'était le grand débat ces derniers mois, de reprendre et de reconquérir la voie publique pour assurer la protection de la population. On a tout le judiciaire également, parce que ça, le judiciaire, les millions de plaintes qui sont déposées chaque année, il faut continuer à les traiter. C'est ça la difficulté de la police et aussi de la justice à l'autre bout de la chaîne, c'est qu'on focalise forcément sur des événements gravissimes comme ceux-là, mais en même temps, la vie continue, la vie de la police et de la justice continue, et on a toujours cette délinquance du quotidien, on a toujours toutes les natures d'infractions qui continuent à arriver
arriver. Donc c'est difficile de focaliser tous les efforts en personnel, en moyens, sur une nature d'infraction. Mais on est parti de loin et on est arrivé quand même sur des services qui, en effet, sont efficaces, puisqu'on estime à entre 30 et 40 attentats déjoués. Alors, on reste toujours assez vague, parce que forcément, le ministère ne va pas préciser quelles ont été les cibles qui ont pu éviter... Enfin voilà, donc on reste dans un espèce de flou artistique voulu, et c'est louable que ça reste comme ça, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc il y a eu des attentats déjoués ces dernières années, en nombre, on n'en a pas fait une publicité plus que ça, donc les services travaillent. Maintenant, le zéro défaut et le principe de précaution, malheureusement, on n'arrivera pas, et je crois que c'est François Hollande qui disait il y a eu des attentats et il faut se préparer, il y en aura d'autres. C'est délicat pour la population, parce que la population a toujours l'idée que, s'il y a de la police en France, s'il y a de la justice, on doit pouvoir tout éviter. François Bersani, effectivement, on écoutait avec beaucoup d'attention Sandra Buisson. C'est un travail de fourmi qui commence. C'est l'équation qui est ô combien délicate, ô combien compliquée, avec ces profils de mineurs isolés. Oui, les mineurs isolés, alors maintenant qu'on appelle techniquement les mineurs non accompagnés, ça ne change pas beaucoup. On change. Étrangers non accompagnés. Voilà, c'est ça. On change la sémantique, mais le problème reste toujours le même. Oui, c'est très difficile, d'abord parce qu'ils n'ont quasiment jamais de papier en bonne et due forme. Souvent, quand ils sont rentrés par des filières, ils se sont débarrassés. La première chose qu'ils ont fait en rentrant sur le territoire, mais c'est valable aussi pour les majeurs qui viennent en immigration illégale, ils se séparent de leurs pièces d'identité ou ils les cachent, où il les renvoie au pays. C'est une grande pratique pour moi traiter également dans mon commissariat des étrangers de reconstituer leur passé, j'imagine. C'est très difficile, surtout quand ils sont isolés sur le territoire. Mais voilà, après il y a tout ce travail de fourmi. On va tirer les fils. On va voir en effet avec les autorités diplomatiques, consulaires, ce qu'on peut en tirer. On va voir si éventuellement il y a des dossiers médicaux qui existent pour ces personnes-là. Après, sur les gardes à vue qui sont liés à l'environnement de vie de la personne, c'est un grand classique. C'est pas lié à ce cas-là spécifiquement, mais c'est toujours dans la mécanique de l'investigation. On place en garde à vue l'environnement, qu'il soit familial ou la communauté de vie, en tout cas, qu'avait cette personne. Et après, on étudiera quels étaient les liens, s'il y avait des liens et si le projet terroriste était connu. Merci beaucoup François Bersani. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.